Salut les amis. Alors, vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Je m'en excuse, mais vous allez avoir des surprises. Ne vous affolez pas. Donc déjà, avec du retard, il paraît que c'est jusqu'à fin janvier, je voulais tous vous souhaiter une bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Nous venons de dépasser les 15 000 abonnés. Je vous en remercie tous du fond du cœur. C'est pas pour ça que je gagne plus, je gagne beaucoup moins qu'avant. C'est comme ça, YouTube, je crois qu'il est en grosse perte de vitesse. C'est ce qui a fait, entre autres, que j'ai posté beaucoup moins ces derniers temps, parce qu'un petit peu ras-le-bol en fait. C'est énormément de travail pour des clopinettes, ce qui s'appelle vraiment des clopinettes. Mais bon, et puis il faut dire que la première vidéo que j'ai postée, ça fait plus de 15 ans, quand même. Après, j'ai créé une autre chaîne, non rémunérée bien sûr, hein. J'avais mis pas mal de notices, pas mal de choses comme ça sur du matériel électronique, mais on va en parler après. Et je me suis aperçu qu'on m'avait volé des vidéos, que des autres les avaient repris, les avaient monétisées et tout, donc j'ai supprimé la chaîne. Et puis après, je m'y suis remis, il y a, je sais plus, pas mal d'années on va dire. 8 ou 9 ans je crois, c'est comme ça. Voilà. Alors, j'ai mon petit pense-bête parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, vous voyez, et puis encore, c'est un tout petit bout ça. Donc, pourquoi j'ai pas mis de vidéo? Alors déjà parce que j'ai pas mal de soucis, familiaux et personnels. Mes parents, ils ont 80 ans, hein. Et puis ça va pas fort, ni l'un ni l'autre. Mon père sort de l'hôpital aujourd'hui, mais dans un sale état, pas mieux que quand il est rentré en fait, voilà. De mon côté, je suis tombé malade. Donc maintenant, je sais ce que j'ai une polyarthrite rhumatoïde, en plus du reste. Et alors, grosso modo, je pouvais même pas faire ça avec les petits doigts, avec les doigts, quoi. Je pouvais plus bouger le bras gauche du tout, même pas ça. Le bras droit, très très moyen. J'ai eu une amélioration, va-t-on dire. Et puis là, ça recommence. Ça recommence, voilà. Épaule gauche, épaule droite, pareil. Mais les poignets, les mains, ça va. Les coudes, ça a toujours été. Voilà, donc là, retour au médecin, enfin bon. Et puis qu'en plus, j'ai pas eu de chance, parce qu'au moment où je devais recommencer les vidéos, j'ai eu encore un autre problème. J'avais rentré des vieux morceaux de bois pour réchauffer un peu, pour allumer un vieil insert que j'ai, mais qui est mort maintenant. Et il s'avère que j'ai rentré des morceaux de bois vermoulus, et je les ai fait sécher le long du poêle. Et le soir, ça a commencé à me gratter. Je me suis dit, oulala, il doit y avoir des puces de bois dans les morceaux que j'ai rentrés. Et le matin, j'avais des pustules un peu partout, et ça me grattait de partout. Donc je suis allé voir le médecin, qui m'a donné ce qu'il fallait soi-disant et tout. Mais comme j'avais rendez-vous quelques jours après avec mon médecin, il s'avère que ce n'est pas du tout des puces, que c'est une allergie massive à je ne sais quoi. Et j'en ai pour des mois de traitement. Mais on ne sait toujours pas ce que c'est. Voilà le problème. Donc là, vous voyez, ça me gratte là, par exemple. Voilà. J'ai rien, hein, j'ai plus de pustules, j'ai plus rien. Mais enfin, c'est antihistaminique et tout le tralala, voilà. Donc tout ça, l'un sur l'autre, plus les traitements, plus tout, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc ça, c'était pour les mauvaises nouvelles. Bon, on va continuer avec les bonnes nouvelles maintenant. Parce que les mauvaises, il y en a assez là, c'est bon. Et encore, je dis pas tout. Je voulais remercier Estelle. Estelle, je te fais une grosse bise. Bon, je sais pas quand tu verras cette vidéo. Il se peut que tu sois ici quand tu la verras. Alors Estelle, c'est une de mes abonnées
qui a acheté un camping-car et qui m'a appelé la semaine dernière et qui a dit qu'elle venait passer une semaine à la maison. Et ben, avec joie, pas de problème. Donc, et ben voilà, je vous présenterai peut-être Estelle si elle le souhaite. Je pense qu'on regardera son camping-car, tout ça, donc voilà. Puisque pour ceux qui ne savent pas, ma maison est à vendre et j'ai décidé de partir vivre en nomade, en camping-car. Voilà. Je remercie Patrick PA. PA, c'est une abréviation, bien sûr. Il se reconnaîtra. Alors Patrick, je te remercie beaucoup pour ton don PayPal. Et je vais te montrer ce que j'en ai fait. Alors, je ne sais pas si tu vas reconnaître. Là, j'en ai deux, mais j'en ai acheté trois, en fait. Ce sont des chaînes de tronçonneuses. Malheureusement, je n'ai pas pu encore m'en servir à cause des épaules. D'où, je ne sais pas si vous voyez, ça fume. Il fait 9 degrés chez moi. Donc, j'espère pouvoir les utiliser très rapidement. Et je vais remercier également Eric CO, qui me suit régulièrement, qui met des petits messages. Alors Eric, ben, là je suis dans ma chambre, mais je te montrerai, ben, je ferai une photo demain, je te montrerai ce que j'ai acheté avec ton don PayPal. Et ben, je vais te le dire, je me suis acheté un poêle à bois, tout simplement. Alors attention, c'est un petit poêle à bois pas cher. Il est payé 20 €, voilà, tout simplement. Et je vais l'installer, je vais pouvoir couper du bois parce que j'ai des arbres morts, même si j'ai plus de bois, et que j'en ai pas fait rentrer cette année, cause financière. J'ai quand même du bois mort, j'ai quand même des vieux morceaux de bois chez moi, des poutres et tout ça, je vais pouvoir me chauffer. Voilà, donc ça va être du bonheur, surtout si mon invité arrive début de semaine prochaine. Nous sommes vendredi, il m'a dit vers mardi ou mercredi, je sais pas. Donc ben voilà, on aura peut-être un peu de chauffage, ça sera pas plus mal. Donc merci beaucoup Eric, du fond du cœur, merci. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, je vous avais promis vidéo pêche à la carpe, vidéo écrevisse, pigeon, grive, tout ça. Alors, pêche à la carpe, j'y suis allé. J'ai tourné des vidéos, mais je n'ai pas pris une carpe. C'était au moment de la sécheresse. Et malheureusement, les étangs, il y avait ça d'eau. Enfin, dans ceux que je vais, il y avait ça d'eau. Je voyais le dos des carpes qui passaient. J'en ai pas pris une. Puis je pense qu'il y avait plus qu'il y avait aussi non plus. Enfin bon, donc pas de vidéo carpe. Vidéo écrevisse. Malheureusement, mes deux meilleurs coins, bah, j'en ai pris 15, je crois. Enfin, j'en prenais, j'y suis pas resté longtemps. À chaque balance, c'était une ou deux maximum. Voilà. Donc, je me suis dit, je vais pas faire une vidéo de ça. Voilà, ça avance à rien. Donc, on verra plus tard si ça revient. Pigeons. Alors, pigeons, je sais pas si vous avez des pigeons chez vous. Alors, je vous précise, j'ai pas pris mon permis de chasse non plus cette année. Cause finance, bien sûr. Mais une année déplorable. La pire année que j'ai pu voir de toute ma vie de chasseur. C'est pas compliqué. Depuis l'âge de mes 16 ans, quand j'ai commencé à chasser avec un permis, parce que j'ai chassé bien avant, et ben c'est la plus mauvaise année que j'ai pu voir. Il n'y a pas eu de passage chez nous. Il n'y en a pas, toujours pas. Normalement, vers chez moi, on a une remontée. À cette époque-là, là, normalement, les pigeons, ils sont là. Ils sont là depuis un mois et demi. Et c'est des pigeons, en fait, qui n'ont pas passé les Pyrénées, généralement, qui remontent. Mais alors là, cette année, il y en a quoi 40 sur 6 000 hectares, à peu près. Voilà. J'ai fait le tour parce que c'est ma passion. Et il n'y a vraiment rien. Quelques petites bandes parce que je connais les coins par cœur. Mais c'est vraiment déplorable. Alors dites-moi chez vous ce que ça donne. Parce que cette année, je ne sais pas où ils sont passés. J'ai pas regardé sur c'est palombe.com. D'habitude, je suis inscrit sur palombe.com. Donc je ne connais pas du tout les passages qu'il y a eu sur l'école pyrénéen. Est-ce qu'elles sont passées, pas passées?
elles sont toutes passées en masse et puis que rien n'est remonté, ou je sais pas du tout où elles sont passées. Donc dites-moi si vous, suivant où vous habitez, ce que ça donne chez vous par rapport aux autres années. Moi, c'est catastrophique. Voilà. Je voulais vous demander aussi, qu'est-ce que vous vouliez comme vidéo? Parce que je vais vous donner un petit éventail de choix. Alors, on pourrait parler, si ça vous intéresse bien sûr, hein, je vais vous parler de plusieurs choses. Archerie. Bon, là, en ce moment, avec les épaules, hein, ça va être, pour moi, je crois que l'archerie, ça va être fini. Ou voilà. Et puis en plus, en camping-car, je vais pas me trimballer avec 50 arcs dans le camping-car, hein. Ça va être très restreint en place. Mais si vous voulez que je vous parle d'archerie, je suis, je peux pas dire, mais je suis pointu. Je suis pointu sur l'archerie, quels que soient les arcs. Donc je peux vous parler d'arcs traditionnels. Voilà un. Celui-ci, c'est un, je dirais jamais le nom. C'est un border. C'est un border archerie. Très bonne marque. C'est un arc récurve. Donc à double courbure, arc turc en fait. C'est un border, pour les connaisseurs, c'est un MK2. Arc que j'adore, qui était à mon défunt meilleur ami. Voilà. Donc celui-ci, de toute façon, je ne le vendrai jamais. Ça, c'est mon arc de chasse. Alors ça aussi, hein, on peut chasser. Hein. C'est un 55 livres à 28 plus d'allonge. Moi, j'arme à 29, donc on n'est pas loin. On est aux 60 livres, pas loin. Voilà. Et celui-ci, c'est un... Alors ça, c'est un custom. C'est un destroyer 350 de chez Boetech. 350, pourquoi? Parce que c'est sa vitesse IBO. Donc c'est un des arcs les plus rapides du marché aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui encore, parce que c'est un arc qui a quand même quelques années. Mais bon, les arcs aujourd'hui vont pas plus vite. Hein. Ou guère plus vite. C'est un arc en plus qui est entièrement customisé. C'est-à-dire que là, il est refait à neuf. Et quand je dis à neuf, c'est roulement de cam, les deux branches neuves, de meilleure qualité que d'origine, puisque ce sont des barndales américaines. Et tous les cordages sont neufs. Viseur en parfait état, c'est un arc que je vais vendre. Donc si ça peut vous intéresser, j'ai différents viseurs, j'ai des flèches qui vont avec, j'ai tout. Voilà. Donc ça, je pourrais vous parler de tout ça, si vous êtes intéressé. On pourrait commencer par les arcs traditionnels. Alors je ne vous parlerai pas des arcs turcs, ni des arcs asymétriques chinois ou japonais, parce que ça, c'est pas mon truc. Par contre, on peut parler de l'arc traditionnel comme ça, du longbow, et puis après, des arcs à poulies, de leur réglage, parce que ça, c'est très simple. Mais ça, c'est très compliqué. Un arc à poulie, c'est très compliqué pour arriver à le régler parfaitement. Alors qu'un arc traditionnel, c'est pas simple non plus, hein, parce qu'il faut trouver le bon poids de flèche, la bonne flexibilité du tube, la bonne longueur, le bon poids des pointes, et ainsi de suite, suivant sa façon de tirer, la longe qu'il va vous falloir, le bande, enfin voilà, il y a tout un tas de choses. Alors ça, si ça vous intéresse, on pourrait en faire des sujets, ça. Voilà. Pour l'instant, je vais poser là. Alors, vous voyez, derrière moi, j'en ai un autre là. Ça, c'est un arc de pêche, à poulie aussi. Bon, là, il n'y a pas de flèche au bout, mais voilà. Il est réglé pêche, celui-ci. Et puis j'ai un autre tradi aussi, qui a deux paires de branches, celui-ci. Ça, c'est un vrai collector, puisque c'est un arc qui est signé, bien sûr, par son facteur. Et c'est un Skyhawk de Earl Hoyt. C'est-à-dire que cet arc-là, il a été créé, peut-être même fait par Earl Hoyt. Et Earl Hoyt, c'est le fondateur de la marque Hoyt. Mais au début, c'était un petit facteur d'arc qui fabriquait ces arcs. C'était pas la grosse industrie comme aujourd'hui. Maintenant, Hoyt, ils sont très connus dans le domaine du tir de plus de précision que de chasse d'ailleurs.
Mais ça, c'est une de ses premières œuvres. Et en plus, bon là, elle est tout poussiéreux. J'ai 2 paires de branches. Ça doit être 50 et 55, je crois. Ou 45 et 50 livres. Enfin, c'est un arc avec lequel on peut chasser également. Et celui-ci, c'est vraiment du collector. Il est en parfait état, il marche super bien. Il atteint les 200 pieds. Hein. Et ben, il sera à vendre. Voilà. Malheureusement. Malheureusement, parce que j'ai pas la place. Et puis avec mon état de santé, ça devient impossible. J'ai tiré très longtemps avec cet arc. Pas souvent, mais sur pas mal d'années. C'est vraiment très bon. Alors, vous vous souvenez sûrement de cet engin. Ma fameuse arbalète. Je n'y ai pas touché depuis sa conception, on va dire. Mais j'avais remarqué ce qu'elle n'est pas. Donc si ça vous intéresse, on va pouvoir la finir. Donc je vous annonce déjà la puissance, elle fera 45 livres. Puisque je l'ai montée dans cette configuration-là, dans cette longueur-là, avec ces élastiques-là. Et 45 livres, c'est déjà très bien. Hein. Il y en a bien assez. Qui est une arbalète de pêche, mais qu'on peut décliner dans pas mal d'autres versions. Hein. Je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs qui n'allaient pas. Alors, il y aura des nouvelles flèches que j'ai, avec des ardillons super, façon or d'ailleurs, coloris or. Donc ça, je les ai de côté. J'en ai 3 ou 4, je crois. 4, je pense. C'était pour test. Bon, elles sont super. Elles sont super. J'avais aussi un autre problème. C'était le crochet d'armement qui est ici relié au treuil. Vous voyez, j'avais fait un petit crochet comme ça pour attraper la corde. Et puis après, on moulinait avec la manivelle qui est là. Et puis, on venait armer. Le problème, c'est que la corde, elle ne glisse pas ici sur le crochet. Et quand on met la corde dans l'encoche de la flèche, la corde ne glisse pas dans l'encoche non plus. Ça veut dire que si jamais, et ça on le fait de toute façon, on a beau essayer de la mettre bien au centre, entre les deux poulies, c'est jamais pile poil. Et puis les caoutchoucs, ils sont pas pile poil, il y a bien un réglage ici, mais c'est pas pile poil avec la même tension de chaque côté. Le résultat quand on tire, eh ben, c'est jamais bien centré. C'est toujours un petit peu à gauche ou un petit peu à droite, il y a toujours un petit défaut. Pour ça, il faudrait que la corde, au moment où on vient la mettre sur la flèche, il faudrait qu'elle soit parfaitement centrée, avec la même force des deux côtés. Alors, la solution, ça va être de faire un crochet, mais totalement différent, vous voyez, avec 2 petits roulements. C'est-à-dire qu'il va y avoir un espace entre les 2 roulements, et ça va venir prendre la corde, voilà, comme ça, voilà, entre les 2 roulements, et puis ça va l'amener là, et là, forcément, ça va s'équilibrer sur les 2 brins, et puis tac, il y aura encochement, et là, il n'y aura plus de défaut droite-gauche. Il était très faible, hein, le défaut, hein, de l'ordre de 2 cm à 3 cm à 10 mètres, un peu à gauche, un peu à droite. Bon, puis en plus, j'ai pas une confiance absolue au point rouge. Hein. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, on pourra... Et puis, résoudre le problème de flexibilité, puisque quand elle est armée, ça arrive à cintrer ce tube-là. Alors, c'est du... J'ai regardé qu'un jeu de cale, c'est de l'ordre du 10e de millimètre. Hein. C'est de l'ordre du 10e de millimètre, le cintrement. Mais le problème, c'est que ça fait baisser la lunette, et qu'à 10 mètres, le 10e de millimètre qu'il y a là, il représente des centimètres à 10 mètres. Et il représente environ ça. Voilà. Donc, résultat, il faut absolument rigidifier ou alors régler, tout en sachant que quand elle va être armée, de toute façon, ça visera plus bas. Et puis régler le point rouge en conséquence. Mais j'aimerais bien quand même qu'elle soit plus raide et que, à vide ou armé, le point rouge vise à peu près au même endroit. Bon, c'est pas un gros problème, je vais rabaisser en plus ici les pattes d'ancrage des élastiques. Ça fera un bras de levier moins important, sauf qu'après, ça sera plus aligné, quoi.
Ça sera plus aligné que les poulies, mais enfin bon, sur la longueur, je peux baisser un petit peu, ça s'enroulera toujours bien ici. Voilà, donc finir ça, et puis après faire des tests bien plus poussés, réels, de précision et autres. Voilà une chose. Ah oui, pour ce qui était des arcs, je peux vous parler de... Alors, je pourrais vous parler un peu de tir de précision si vous voulez, hein, parce qu'il y a plusieurs types de tirs. Il y a le tir de précision, bien sûr, et puis la chasse, tout simplement. Alors, bien sûr, on n'a pas du tout les mêmes critères quand on fait de la précision ou de la chasse. Je ne vous parlerai pas de tir de précision sur cible avec des arcs à contrepoids, boutons de berger et compagnie, pour ceux qui connaissent, parce que c'est pas mon domaine. Moi, je vous parlerai chasse. Mais attention, on arrive à des degrés de précision à la chasse qui n'ont pas grand-chose à envier aux précisions sur cible, hein. Moi, quand je vois des tireurs sur cible, bon, sauf que nous, on tire beaucoup moins loin. Ça, c'est sûr qu'on va pas faire du tir à 70 mètres ou à 60 ou bon, à 50 peut-être, 40 oui, pour mon cas. Mais de toute façon, la distance de tir reste la distance dont on est capable de maîtriser la précision parce que à la chasse, il faut arriver à mettre les flèches dans un rond de 15 cm. Si on n'est pas capable de les mettre dans un rond de 15 cm, on s'abstient de tirer. Donc pour certains c'est 7 mètres, pour d'autres c'est 10, pour certains c'est 15, pour d'autres ça va être 20. Et puis j'en connais qui sont capables de les mettre à 80 mètres. Voilà, avec un arc de chasse. Et quasiment à tous les coups. Donc moi je ne suis pas capable, ma distance c'est 40 mètres, voilà, maxi. Mais il faut aussi le bon arc pour que la flèche arrive avec assez d'énergie, assez de vitesse, enfin tout. Je vous montre comme ça par exemple un petit éventail de pointes de chasse. Donc vous avez un petit peu de tout, hein, avec des lames de rasoir, avec des assommoirs, il y a tout un tas de genres de flèches différentes. Mais ce sont que des lames de chasse ici, avec ah oui, pêche ici, et puis après des points de cible, bien sûr, qui font le même poids, hein, bien sûr, pour l'entraînement. Et puis je m'entraîne aussi avec de vraies lames de chasse, non affûtées. Parce que ça n'a pas le même vol qu'une pointe de cible, tout simplement, ce qu'on appelle les points de field. Ça n'a pas le même vol, et si on veut de la précision, il faut absolument tout régler, et avec des lames. Cartouche. Ah, cartouche. J'avais prévu de faire à 50 grammes pigeon. Malheureusement, j'ai pas pu tirer une cartouche avec mes épaules. Résultat, j'ai commencé à faire des montages que j'ai commencé de filmer, mais comme j'ai pas pu les tirer, je connais ni les vitesses, ni les pressions, ni quoi que ce soit, donc j'en ai pas parlé. Donc là, en ce moment, je pourrais tirer, encore que la droite, c'est pas terrible, mais quand ça ira mieux, parce que ça ira mieux par moment, puis je sais qu'après, de toute façon, ça se soigne pas, donc je vais avoir des poussées, voilà. Quand ça ira bien, à la limite, je peux développer cette 50 grammes pigeon que je voudrais faire en plan numéro 5 pour la distance maxi. Alors ça sera peut-être 51, ça sera peut-être 48, ça sera peut-être 52, enfin voilà, autour de 50 grammes de toute façon. Puisque si on monte au-dessus, on n'a pas beaucoup plus de bénéfices. Ça se tourne autour de ce poids-là pour avoir l'efficience maxi d'un calibre 12. Je parle bien d'un calibre 12. On peut aller plus loin sur un calibre 10. Donc il y a ces fameuses cartouches. Donc ça c'est encore de la vidéo qu'on peut faire. Je vais passer à quelque chose de différent. Alors ici nous sommes sur un autre projet. Donc vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Parce que de toute façon je le ferai ce projet. Je vais le faire, très rapidement d'ailleurs. Ce sera peut-être le premier projet que je vais finaliser. Pour une bonne raison, vous allez comprendre. J'avais une carabine 22 long rifle tout à fait ordinaire, la plus bas de gamme possible. Donc carabine à un coup, tout simple. Sans chargeur, sans rien. Vraiment la monocoup basique. Qui est très vieille d'ailleurs. Et cette carabine, elle avait été coupée.
Elle a été coupée ici et ici. La longuesse avait été coupée comme ça faisait genre un pistolet. Et en triant dans mes affaires, dans un placard, je redécouvre ça. Et ça fait plus de 30 ans, peut-être même 40, qu'elle est dans ce placard. Et je me dis, tiens, j'avais ça, dis donc. Le gros problème, c'est que entre-temps, la législation a changé. Elle était apparentée dans sa configuration. Je vais vous montrer, je vais vous mettre une petite photo. Aujourd'hui, elle est apparentée à un pistolet. Et vu ses dimensions, elle change de catégorie. Elle rentre en catégorie B si je me trompe pas. Hein. Vous me direz si je me trompe. Donc le souci, c'était de soit elle passe à la benne, soit je la réhabilite en carabine normale, on va dire. Donc avec des longueurs de canon spécifiques et une longueur spécifique. Donc là, c'est une crosse de carabinaire comprimée. Là, c'est juste posé, hein, il n'y a rien de fixé, c'est voilà. J'ai été obligé de usiner le canon au bout pour le mettre à un diamètre plus petit parce que j'ai pas trouvé d'adaptateur silencieux au bon diamètre. Et il a été monté à l'azote. En plus d'être monté à l'azote, il est monté avec de la soudure à froid aluminium. Donc pour ainsi dire, il est indémontable. Il faut le découper à la tronçonneuse pour pouvoir l'enlever. Le souci, c'est que avec cette longueur-là, je suis pas aux normes. Donc je suis obligé de lui monter un silencieux et de le condamner ce silencieux. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il reste fixe. Je pourrais pas le dévisser. Donc il va être soudé sur l'adaptateur en aluminium. Comme lui est un corps en alu et que l'adaptateur est en aluminium aussi, il va être soudé. Alors c'est dommage d'en arriver là, mais si je veux que la carabine soit aux normes, il faut qu'il y ait une longueur de canon non démontable aux normes. Et la seule solution, c'est de lui rajouter ce silencieux, mais à condition qu'il soit fixe, que je puisse pas l'enlever. Alors c'est dommage parce que pour le nettoyer, bah, c'est mieux qu'on peut le démonter. Mais dans le cadre de la loi, pour cette carabine, je vais être obligé de le monter fixe. Donc ça se dévissera toujours au bout, on pourra toujours enlever les coupelles, les nettoyer, mais il faudra nettoyer sans le démonter, quoi. Voilà. C'est la seule solution que j'ai pu trouver. Bon là, c'est une crosse de carabinaire comprimée que j'avais, une vieille qui est morte. Est-ce que je vais la garder pour l'adapter? J'en sais rien, il y a pas mal de modifs à faire. Ou est-ce que je vais racheter une crosse de 22 toute simple, monocoup? Ça vaut dans les 20 euros. Voilà, donc j'en sais rien encore. Si vous avez une crosse de 22 pour une carabine monocoup, pas trop moche la crosse, hein, quand même, un truc correct, bah, à petit prix, je suis preneur. J'ai vu qu'il y en avait pas mal sur Naturabay. Alors il me faut juste crosse et longuesse, quoi, voilà, le morceau dans ce style-là, mais prévu pour une 22, un coup à verrou. Parce qu'après, il n'y a pas grand-chose à modifier. Alors que là, il y a beaucoup à modifier, puisque le corps d'une carabine à plomb est en... où il y a le piston, c'est un gros diamètre, il faut que je recreuse ici, il va falloir que je rembourre à l'intérieur, il va falloir que je refasse des pièces en bois, que je recolle tout, enfin voilà, et là ça va me prendre vraiment du temps. Euh, Peut-être la recouper par là, enfin j'en sais rien, mais bon, voilà. Donc là, ça sera un projet custom, elle sera équipée d'un bipied, peut-être d'une lampe tactique, c'est juste pour le fun, hein, je vous le dis tout de suite. C'est pour du tir récréatif sans bruit, mais sans aucun bruit. Donc on ne cherche pas du tout la puissance, puisque je vais tirer des munitions qui seront soit de la Winchester Lang Z, soit de la Z-Lang de chez RWS. Il y a aussi une autre munition qui est pas mal, qui est la CCI Kiet. Donc les premières sont données pour 50 joules. J'ai vérifié, hein, ça les fait les 50 joules. J'ai bien la bonne vitesse, malgré la longueur du canon. Pour les quiettes, je les ai pas, donc il faudra que j'essaye. Par contre, elle ferait 100 joules à peu près. Mais sans bruit, hein, les longues Z et les Z lang, on entend le bruit de la percussion, le bruit de l'impact de la balle dans la cible. C'est tout. C'est vraiment d'un silence, mais ça fait quand même 50 joules. Donc pour faire du tir, allez, 25 mètres, 50 mètres pour s'amuser, mais je ne sais pas du tout ce que vaut ce canon à cette longueur-là. Est-ce qu'il va être précis ou pas? J'ai de gros doutes.
Surtout en plus avec un silencieux, on perd encore un petit peu en précision. Mais bon, si celles-ci vont pas, peut-être que les Kiev iront. Parce que bon, les longues Z, c'est pas d'une précision absolue, hein, on en est loin. Voilà. Donc elle sera équipée aussi d'une lunette de visée, alors qu'une lunette bas de gamme, hein, une 6-9 par, je sais pas, 32 peut-être, je sais pas. Bipied, peut-être lampe tactique aussi, enfin voilà, un truc, un petit délire. Et je vais vous présenter quelque chose de très intéressant, d'où l'intérêt de remonter cette carabine, c'est cet engin. Alors là, vous vous demandez ce que c'est. Alors ça, c'est un ami qui est spécialisé dans l'impression 3D, qui a fait cet outil. Et cet outil, c'est quoi? C'est tout simplement un appareil que vous allez mettre sur votre lunette. Donc je vous montre. Alors ici, en fait, vous avez une bride qui va venir ici, à ce niveau-là sur la lunette. Ces deux trous, ça coulisse dans les deux tiges qu'on voit là. Et ça vient se mettre par-dessus. Voilà, comme ça. Donc il me l'a fait au diamètre de ma lunette, bien sûr. Voilà. Et ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de filmer vos tirs en utilisant votre téléphone portable. Je m'explique mieux. Ici, vous avez un support de téléphone réglable dans toutes les positions. Donc vous allez prendre votre téléphone. Ici, vous avez la cam. Il va suffire de centrer l'objectif de la cam au milieu du trou. À l'intérieur, vous avez un miroir à 45 degrés. Et bien sûr, on voit à travers la lunette. Donc vous visez normalement, comme si c'était une lunette. Par contre, plus le téléphone, si vous le mettez en mode vidéo, vous allez pouvoir le glisser ici. Alors bien sûr, il va falloir le régler. Alors tout est réglable, bien sûr. Ici, ça se règle en longueur. Ici, vous pouvez régler la largeur, bien sûr. Là, des deux côtés, bien sûr. Hein. Les deux côtés, la longueur. Donc on peut mettre n'importe quel type de téléphone. Et puis vous allez le placer juste comme il faut. Donc moi, ça va être à peu près par là. Et puis vous n'avez plus qu'à appuyer mode enregistrement. Et il va enregistrer ce qui se passe à travers la lunette. Donc vous avez le grossissement de la lunette. Vous pouvez même zoomer avec le téléphone en plus. Si vous voulez voir plus gros avec le téléphone, c'est possible. Et vous allez filmer vos tirs. Donc vous allez carrément presque voir la balle et vous allez voir les impacts dans la cible. Si vous ne tirez pas à 100 mètres, bien sûr. Mais si on fait du tir à 25-50 mètres, on doit pouvoir voir les impacts dans la cible. Et vous allez pouvoir filmer vos tirs. Donc mon ami, il fabrique cet engin. Et il l'a mis en vente. Donc si vous êtes intéressé, mais ça nous en parlerons dans une vidéo dédiée bien sûr. Hein. Je vais faire des vidéos dédiées, quand la carabine sera montée, on va installer tout ça, je vous montrerai comment ça se passe, les réglages qu'il faut faire, il n'y a pas grand chose à régler. Et puis je vous ferai des films de tir, de mes tirs, et puis voilà. Et ça, si ça vous intéresse, vous pouvez obtenir cet outil-là. Donc il suffira juste de lui demander la dimension du diamètre ici de votre lunette, pour qu'elle s'emboîte ici dans le trou. Et puis le diamètre du corps, si c'est du 1 pouce ou plus. Généralement, c'est du 1 pouce ou 3 cm. Donc 2,54 ou 3. Donc là, il vous fera la pièce avec le bon diamètre. Aussi bien ici pour s'emboîter sur la lunette. Donc ça ne dérange en rien pour l'ouverture du verrou, puisque le téléphone se retrouve sur le dessus. Et vous allez pouvoir enregistrer tous vos tirs. Donc ça, c'est un truc vraiment sympathique. Voilà. C'est très bien réalisé. Vous avez un miroir 45. Bon, faut dire que c'est sa spécialité. Hein. Il ne fait que ça, de l'impression 3D. Voilà. Donc, voilà. Donc je trouve que c'est un truc super, super sympa.
Ça vaut relativement cher dans le commerce parce que ça existe. Bon, eux, c'est généralement d'aluminium, hein, et encore pas tous. Je peux vous dire que le prix, c'est très sympathique. Et que sans se ruiner, c'est un bel engin. Mais ça, nous verrons plus tard. Je vais vous parler maintenant d'un autre truc. Puis ce sera la dernière chose parce que la vidéo va être longue. Mais ça, vous êtes sûrement peu à le savoir, on va dire. Parce que j'en ai jamais trop parlé. Bon, vous allez vous dire, qu'est-ce qu'il nous fait là encore? Eh bien, tout simplement, vous ne le savez sûrement pas, mais avant, j'avais un magasin de détecteurs de métaux. Enfin, j'ai eu un magasin de détecteurs de métaux à Angoulême qui s'appelait Charente Détection, certains doivent le connaître. Bon, j'ai arrêté il y a déjà longtemps. Il y a... Enfin, les vieux prospecteurs doivent le connaître, enfin, ou l'ont connu à l'époque, puisque c'est le magasin en France qui a importé les premiers Minelab. Voilà, les premiers Minelab sont sortis de mon magasin. Sauf qu'à l'époque, c'était pas moi le propriétaire du magasin. C'est quelqu'un qui vendait plus ou moins au noir les appareils d'ailleurs, et qui avait commandé en Australie les premiers Minelab qui sont sortis. Et vu la performance, il en commandait assez régulièrement des petites quantités, genre 2 ou 3. Et il a commencé à les vendre à un prix exorbitant, alors qu'il est payé 3 fois rien d'ailleurs, hein, pour la petite histoire. Mais tout ça, je vous expliquerai. Et puis ensuite, au bout de même pas un an, hein, la boutique, il y avait une boutique, mais qui était fermée au public. Il a revendu cette boutique à un petit jeune qui lui a commencé à distribuer la marque Minelab. Ça a été le premier en France à distribuer la marque Minelab. Et oui, il faut le savoir. Ça a commencé chez Charente Détection à Angoulême. Et il a fait ça pendant 2 ans. Et pour la petite histoire, Minelab lui a proposé d'être revendeur officiel Minelab. Mais lui, il commençait juste, il n'avait pas un gros budget, il a eu un peu peur, pourtant les appareils étaient excellents. Et il lui avait imposé des commandes de 6 ou 9 appareils, je crois, minimum. Et ça faisait quand même une somme, et il a hésité. Sauf qu'il y en a un autre qui n'a pas hésité, c'est monsieur Alain Clourec, pour ne pas le citer. D'ailleurs, Alain, si tu regardes cette vidéo, ça fait une grosse bise. Et c'est Alain Clourec qui a donc récupéré le marché Minelab et qui est devenu importateur officiel de la marque Minelab, de la marque Tesoro et de la marque, je sais plus, enfin, il y en avait pas mal à l'époque, parce qu'à l'époque on avait beaucoup de marques. À l'époque il y avait beaucoup de marques. Et alors encore avant, il y avait des multitudes de marques, genre 40 à 50 marques d'appareils, sans problème. En tout genre, tout le monde se lançait là-dedans. Après, sont restés que les plus solides, c'est-à-dire à l'époque nous avions Minelab, Tesoro, White, Garrett, j'en oublie sûrement, mais bon, c'était les principaux. Les principaux. Et vous aviez des appareils un peu bizarroïdes. Alors j'en ai essayé des appareils bizarroïdes et en tout genre. Et des vieux et des modernes et tout ça. Et il y a un truc, je m'excuserai, je fais une petite cigarette. Il y a un truc qui m'avait tapé dans l'œil. C'était cet appareil. C'est un Nautilus, la marque. Alors il y a eu plusieurs versions. Ça c'est un Nautilus DMC2B qui a été construit par monsieur Tyndall, qui est malheureusement décédé maintenant. Tyndall Electronics. Ce monsieur fabriquait ses appareils dans son garage. Enfin chez lui, ouais. Et il en avait fait une entreprise, hein, tout simplement. Mais alors attention, c'est que c'est pas tout jeune. Mais le gars, il en avait là, je peux vous dire. Enfin, un appareil qui est très particulier. Je ne vais pas vous détailler ça maintenant ici. C'est sûrement un des appareils les plus puissants qui existent sur le marché aujourd'hui.
On peut le comparer aux meilleurs appareils du marché, sans problème. Donc, je vais dire iTrack de chez Minelab, Deus 2, multifréquence, hein, soi-disant. Apparemment, il serait en bifréquence, hein, je vous le dis quand même. Il serait en 5 et 15 ou 5 et 14, d'après les premiers passages à l'oscilloscope. Bon, maintenant, vous avez le Manticore, l'Equinox 800 et 900, puisque maintenant, il y a le nouveau. Donc, il y a une multitude d'Equinox et de Deus à vendre en ce moment, c'est énorme. Tout le monde veut soit arrête, soit passe sur l'Equinox 900, donc ils revendent leur 800, ou sur le Manticore, mais c'est quand même une bestiole à 2000 euros. Et puis, ou alors, tous ceux qui ont des Deus, ils veulent un Deus 2, quoi. Voilà, grosso modo, on en est là aujourd'hui. Et puis, il n'y a plus beaucoup de marques, hein. White, c'est quasi fini. Il y a Technetics aussi, enfin, bon, il reste encore des marques. Fisher, bien sûr, à l'époque, Fisher, avec leur série X, toute la série des 12. 1260, 1265, 1266 et tout ça, qui n'a pas eu un Fisher? Moi j'ai commencé à prospecter, j'avais 17 ans, 18 ans, 17 ans. 17 ans, j'en ai 57, vous voyez. Je voudrais pas mettre le tas de terre que j'ai creusé devant moi là parce que ça serait plus haut que la maison, hein, de toute façon, hein. Des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes, surtout sur les plages. Oh là 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 là. Appareil induction pulsée. Donc si ça vous intéresse, je pourrais déjà vous expliquer comment fonctionne un détecteur. Les grands principes, comment ça fonctionne, pourquoi on arrive à mettre une discrimination sur un appareil. Je pourrais vous expliquer pourquoi celui-ci est particulier. Je pourrais vous expliquer aussi, ici vous voyez là j'ai un Minlab, c'est un Sovereign qui a le système BBS. C'est le premier système multifréquence qui a existé sur le marché. Et ils avaient breveté ce système-là. C'est pour ça que par la suite, vous avez eu très peu d'appareils multifréquences. Maintenant, le brevet est tombé à l'eau et les autres marques peuvent se lancer apparemment. Donc, mais d'autres marques se sont lancées bien avant, hein. Il y a des gens qui ont acheté le brevet, hein. Fisher avait acheté le brevet, par exemple le CZ20, qui est un appareil étanche plongé, je me souviens, était sur 2 fréquences. Vous aviez le White dans le haut de gamme, avec un boîtier noir sous le coude, DFX3 ou quelque chose dans ce genre-là, je ne me souviens plus, ou Spectra, ou... Enfin, White a aussi acheté le brevet pour faire du multifréquence. D'ailleurs, c'était un des meilleurs multifréquences qui existait à l'époque, après le système Minelab. Celui-ci était donné pour 17 fréquences, toutes multiples de 1,5. Enfin bon, je pourrais vous donner plein de détails sur les appareils, les performances, tout ça. Sachez que pour moi, les meilleurs sont... Si j'en ai gardé 2, hein, c'est pas pour rien. J'ai gardé un Sovereign. Alors, c'est pas des performances mirobolantes en profondeur pure. Un iTrack fait bien mieux. Alors, l'iTrack, c'est un peu le CX3030. À comparer avec le Manticore, voir s'il est capable de mieux. Mais aujourd'hui, au niveau de puissance, on est limité de toute façon, puisqu'il y a des normes d'émission de champs magnétiques. Et on ne peut pas faire un appareil avec des watts et des watts. On est en dessous d'un watt pour tous les appareils, grosso modo. Parce qu'autrement, alors ce sont des appareils VLF, Very Low Frequency, donc appareils très basse fréquence. On ne peut pas monter en fréquence parce qu'on pourrait perturber beaucoup de radios, pas mal d'autres choses. Et puis aussi, il y a des normes de champs magnétiques qui sont réglementées en Europe et qu'on ne peut pas dépasser. C'est pour ces raisons-là que les appareils, ils sont un peu bridés, enfin même un peu beaucoup, je pense, en profondeur. On pourrait aller plus profond, 5-10 cm de mieux, on pourrait le faire. Mais ça nécessiterait une alimentation plus poussée. Quand on voit que dans certains appareils, on met une pile de 9 volts, laissez tomber quoi. Là-dessus, on met 4 piles de 9 volts. Dessous, c'est de l'archaïque, hein. Mais s'il est puissant, c'est parce que le champ, il y en a. Et puis vous voyez, ça doit être un 28, ça c'est un 45. Je peux vous dire que ça,
faudra que je le teste sur la plage dans le sable sec. Parce qu'attention, c'est pas un appareil qui est prévu pour passer sur le sable mouillé salé, bien que ce soit possible en mode statique. Et j'ai jamais fait les tests, mais je vais les faire, puisque je vais entièrement le moderniser. Je l'ai déjà modernisé, hein. Au niveau de la canne, il y avait un retune qui était derrière, il se retrouve ici. C'est un appareil très spécial. Ici, vous avez des boutons pour accorder le disque, ce qu'aucun appareil n'a aujourd'hui. Vous avez deux appareils en un. Vous avez en fait un appareil tout métaux et un appareil à discrimination. Et avec cet appareil-là, vous avez le son, pour moi, du tout métaux dans l'oreille gauche et vous avez le son de la discri dans l'oreille droite. C'est un peu spécial comme appareil, hein. Mais alors, c'est un bonheur à utiliser, puisqu'on peut mesurer, le cerveau mesure le temps qu'il y a entre les deux sons, la différence de tonalité. Enfin, on s'y fait très 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 bien. En 2 heures, on a compris, même pas en 1 heure, le cerveau il a compris. Et la discri est sensationnelle, sans parler de la puissance. Voilà. Alors c'est un peu compliqué à régler, il faut qu'on règle en tout métaux, qu'on règle en discri. Mais par contre, déjà à l'époque, il y avait le Grune Balance, donc les effets de sol. Ici, vous avez la discrimination. Ici, vous avez la sensibilité en mode tout métaux. Ici, vous avez la sensibilité en mode discrimination. Ici, vous avez le threshold, le seuil sonore, puisque c'est un appareil qui travaille avec un seuil sonore. Et ça, ce sont les meilleurs appareils. Parce que quand on travaille avec un seuil sonore, on peut voir les variations de seuil et ça indique beaucoup de choses. Et puis, vous avez ici un bouton Transmit Power, transmission de la puissance. Et ça monte à 44 volts. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, il y a la gouache, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que 4009 volts, hein, ça fait mal au portefeuille et ça dure 20 heures, maxi. Donc, je vais lui changer l'alimentation. Je vais déjà changer les potards de réglage balance d'accord du disque pour qu'ils soient très précis. J'ai mis des cermés qui sont beaucoup plus précis que les potards qui étaient montés d'origine. Je lui ai fait pas mal de modifs internes pour améliorer, mais c'est pas fini, je vais continuer d'améliorer l'engin. Principalement l'alimentation d'ailleurs. Voilà. Si vous avez un appareil comme ça, ou si vous connaissez quelqu'un qui a un disque comme celui-ci, parce que celui-ci, vous voyez, il a comme un problème. C'est un disque de 28 cm. Je suis acheteur d'un disque de 28 cm. Et ça, c'est le 45. Donc, je suis acheteur d'un disque de 28 cm pour un Nautilus. Disque qui fonctionne, bien sûr. Quoique celui-ci, je peux le réparer, hein. J'ai le fond qui est là-bas. En fait, il a été découpé, et bien, tout simplement pour mesurer les bobinages et comprendre comment ils fonctionnent. Voilà. Sauf que le problème, c'est que quand je l'ai fait, je ne m'attendais pas à un collage comme ça. C'est collé, je ne sais pas comment ils montaient ça, mais c'est hyper collé. Et quand ça s'est décollé, il ne restait pas grand-chose. J'ai arraché les fils. Et je ne sais pas où ils sont branchés, les fils. Alors, si vous avez par contre, en fait, c'est pas les fils, c'est le fil de masse qui est sur le graphite, sur le fond du disque. Vous avez du graphite pour récupérer l'électricité statique et vous avez un fil de cuivre qui est relié sur une masse sur cette platine. Seulement il s'est arraché à un endroit où je ne le vois même pas, même avec une loupe, je ne vois pas d'où il est parti. Mais ça obligatoirement cette platine. Alors il y aurait une solution, ça serait de découper un petit trou dans celui-ci pour voir où il est branché par-dessous, puis après de le reboucher. Si vraiment j'ai pas le choix, je serai obligé. Voilà. Cette tête, elle a été fabriquée en 2000. Donc il y a 23 ans. Mais l'appareil est bien plus vieux que ça, hein. Voilà. Donc si vous voulez parler prospection, détection, je suis votre homme. Que ce soit au niveau des appareils, sauf sur les derniers modèles. Parce que bah là, voilà, moi à l'époque j'ai essayé tout ce qu'il y avait, hein. J'avais tous les appareils à disposition, donc j'ai prospecté des milliers d'heures avec tous les appareils qui existaient. Et puis en camping-car, moi j'aimerais bien faire un peu les plages. Donc, puis faire un peu de repaillage aussi. Donc là, ce sera avec un appareil plus particulier. Et le repaillage, ce sera plutôt à la battée, hein, bien sûr. Mais c'est pour du loisir, hein, c'est pas pour. Je peux vous dire un truc.
parce que ça, je vous le dirai si vous voulez en savoir plus sur la prospection et tout ça. Quand cet appareil-là, il est sorti, dans les années 90, par là, 10, 90, oui, ça fait 30, ouais, il y a plus de 30 ans qu'il est sorti. Quand cet appareil-là, il est sorti, il valait 7500 francs. C'était le prix que mon prédécesseur les vendait. Hein. Et il est touché 1000, hein. Faut le faire quand même. Hein. Aujourd'hui, quand vous avez 25%, bon, hein, sans faire de prix en plus. Mais lui, c'était le précurseur. Hein. Il fallait arrêter de travailler. Mais honnêtement, hein, il fallait tout de suite arrêter de travailler, acheter cet appareil à 7500 balles et faire les plages. Et je vous garantis que... Enfin, allez voir ce qu'il y avait. C'était monstrueux au niveau or, genre... les doigts dans le nez, 500 grammes par mois. Hein. Mais les doigts dans le nez. Et je vous parle même pas de la monnaie, des bijoux en argent. Parce que la monnaie, c'était plus de 50 francs par jour, de toute façon. Par jour. Je dirais même plutôt 60 à 70, même bien plus sur certaines plages. Et c'était le seul appareil qui était capable de s'approcher de l'eau salée. Ou même dans l'eau salée, carrément. Et ça fonctionne toujours impeccable. Sauf que maintenant, les plages, elles sont vidées. Il y a tellement de prospecteurs qui sont passés avec cet appareil-là, en l'occurrence. Voilà. Donc, si ça vous intéresse tout ça, je suis votre homme, il n'y a pas de problème. Dites-moi ce que vous voulez. On fera un peu de tout, bien sûr, on ne va pas se focaliser sur une chose. Hein. Et puis, eh ben, voilà. Puis suivant ce qui va se passer dans l'avenir, j'en sais rien. Eh ben, on verra ce qu'on peut faire. Mais on peut faire des choses sympathiques, je pense. Sur ce, les amis, à une prochaine vidéo. Bon, je pense qu'on va attaquer la 22 pour commencer, présenter le système de vidéo de mon ami. Et puis si ça peut vous intéresser, ben, vous verrez directement avec lui, hein, tout simplement. Voilà. Moi, je suis juste présentateur, c'est tout. Allez, à plus.